VOA Afrique. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce jeudi pour votre rendez-vous de Washington Forum. On décrypte le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, la grande tournée de Mohamed VI de la Zambie à la Guinée en passant par la Côte d'Ivoire, une offensive diplomatique remarquée et aussi l'épineuse question du Sahara occidental qui demeure. Alors, quels enjeux économiques, politiques pour le Royaume et ses partenaires africains, mais aussi quel avenir pour le Front Polisario? Quelles sont les avancées du Maroc sur ce conflit vieux de 40 ans? C'est tout de suite dans Washington Forum. Bienvenue à vous dans Washington Forum. Après 33 ans passés hors de l'Union africaine, le Maroc a fait son grand retour au sein de l'organisation en début d'année, en dépit du désaccord sur la question du Sahara occidental. Un retour stratégique qui marque une volonté claire du Maroc d'aller à la conquête du marché africain. Les détails avec Arzouma Compaoré. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. C'est dans un discours plein d'émotions que le roi Mohamed VI a exprimé sa satisfaction après que les chefs d'État africains ont entériné la réintégration du Maroc à huis clos et à l'issue de débats tendus. Sur les 54 membres de l'organisation, 39 avaient voté oui pour la réadmission du Royaume sans condition. Même si la question de la cohabitation forcée entre le Royaume et le Front Polisario au sein de l'organisation continentale reste posée, le souverain chérifien semble décidé à ne plus laisser ce conflit définir sa politique africaine. Ces derniers mois, les voyages se sont intensifiés. Après le Ghana, la Zambie, la Guinée, le roi s'est rendu pour la 4e fois en Côte d'Ivoire en 4 ans. Le Royaume est en outre devenu en 2016 le premier investisseur étranger en Côte d'Ivoire avec une part de 22% selon le Centre ivoirien de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. L'Afrique subsaharienne ne représente que 2,7% du flux commercial marocain. La conférence sur le commerce et le développement des Nations Unies classe le pays au 45e rang des partenaires de la région. Le Royaume, qui était jusque-là le seul pays d'Afrique non membre de l'organisation continentale, est entré dans la 3e phase de son plan stratégique africain, consolider une présence en Afrique de l'Ouest et centrale. Si sa demande d'adhésion à la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est accordée, le Maroc signera ainsi une nouvelle victoire dans sa conquête africaine. Et avec nous dans cette première partie, en direct d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Venance Conan. Vous êtes directeur général du groupe de presse Fraternité Matin. À Paris, on retrouvera Moustapha Tossa, qui est politologue. Et peut-être plus tard, si on arrive à établir la ligne, Mohamed Ziane, ancien ministre marocain des droits de l'homme. On va prendre tout de suite la direction de Paris avec vous, Moustapha Tossa. Moustapha, pourquoi le Maroc a-t-il voulu revenir dans l'Union africaine rapidement, juste en introduction ? Rapidement, parce que le Maroc a senti comme une nécessité vitale, diplomatique, de retrouver la famille africaine qu'il avait quittée en 1984. La politique de la chaise vide ne payait plus. Il y avait beaucoup de voix qui s'élevaient et qui appelaient à ce que le Maroc retrouve sa place pleine et entière dans l'échiquier africain, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan politique. Ça, c'est la première raison, c'est la nécessité de revenir. La deuxième raison qui est la plus importante aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que le seul endroit, le seul forum en quelque sorte où il y avait encore une reconnaissance des séparatistes du Polisario, c'était dans l'Union africaine, dans ce forum africain. Et il fallait, la nécessité s'est imposée à la diplomatie marocaine d'investir ce forum pour pouvoir lutter contre l'esprit séparatiste soutenu par la diplomatie algérienne et par la diplomatie sud-africaine. D'où ce retour triomphal du Maroc. Alors, on reviendra sur ces détails-là en deuxième partie d'émission. Mohamed Ziane, vous êtes avec nous. Vous êtes ancien ministre des droits de l'homme marocain. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors,
Quel est l'intérêt stratégique de cette réintégration pour le Maroc? C'est simple, c'est que l'Afrique a changé. L'Afrique de 2017, ce n'est pas l'Afrique de 1984. L'Afrique de 1984 se voulait révolutionnaire, parti unique, antidémocratique, avec des chefs d'État plus ou moins applaudés à l'Union soviétique, donc très reconnaissant de l'Algérie. Donc c'était une Afrique de gauche. Aujourd'hui, l'Afrique, à 80%, est une Afrique de droite, qui se voudrait libérale et démocratique, mais qui ne l'est pas, mais en tout cas, elle se voudrait libérale et démocratique. Donc, les Africains révolutionnaires, communistes, marxistes, n'ont plus de place. Et c'est normal que dans ce cas-là, le Maroc devait revenir à l'Afrique parce qu'il pourra jouer, lui, le rôle de leadership une fois qu'il a été démontré dans toutes les sociétés africaines. Effectivement. Que le modèle algérien n'a rien donné. Le modèle socialiste. On reviendra un peu plus en profondeur dessus. Venance Conan, alors le Maroc est satisfait, on l'a entendu dans le discours du roi Mohamed VI devant l'Assemblée de l'Union africaine, mais et pour les autres membres de l'Union africaine, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Qu'est-ce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire avait à y gagner, par exemple? D'abord, la Côte d'Ivoire et le Maroc sont des vieux alliés, hein, et la Côte d'Ivoire avait suivi un peu le Maroc dans toutes ses palabres, si je peux dire. Et donc, la Côte d'Ivoire a intérêt à ce que son allié revienne dans la famille africaine. Quoi qu'il en soit, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, le Maroc est un pays africain et il est bon que le pays africain qu'il est revienne dans la famille africaine. Maintenant, pour le Maroc, c'est aujourd'hui, c'est l'économie qui prime, hein, et le Maroc veut investir en Afrique. Il l'investit. Alors, on a vu 22% d'investissement en Côte d'Ivoire. Tout à fait, tout à fait. Donc le Maroc a compris que son avenir se trouve en Afrique. Quelqu'un avait dit, c'est un diplomate marocain qui a dit que le Maroc est comme un arbre qui a ses racines en Afrique, même si les branches se trouvent en Europe. Donc le Maroc a compris qu'il fallait bien qu'il revienne, qu'il regarde vers le sud, où se trouve son avenir. Et pour les pays africains, au-delà du fait que c'est, au-delà du symbolique, c'est aussi un partenaire économique important. Alors justement, Moustapha Tossa, est-ce que c'est aussi une offensive économique, se tourner vers le continent pour pouvoir aussi booster sa croissance? Est-ce que c'est l'opération aussi? Oui, c'est vrai, Tatiana. Moi, je rappelle simplement que le retour du Maroc sur le plan politique à l'architecture institutionnelle africaine a été précédé de longues années avant par un retour économique sur le plan bilatéral. Il ne faut pas oublier que le Maroc s'intéresse au marché africain, s'intéresse à l'économie africaine, s'intéresse au développement du citoyen africain depuis de longues années, depuis l'arrivée de Mohamed VI au trône. C'est-à-dire en 1999, il y a eu ce tournant, le choix de l'Afrique. Et bien sûr, le Maroc est conscient que les chances de ce continent sont immenses, sont énormes. Alors pourquoi laisser ce terrain à des puissances étrangères comme la Chine, comme les États-Unis, comme les pays européens, alors que les Africains peuvent co-développer leurs économies, établir un dialogue et un rapport économique nord-sud-sud très gagnant. Et le Maroc a joué cette carte. Et c'est cette carte-là qui lui a facilité le retour politique et qui a convaincu un certain nombre d'acteurs africains extrêmement importants à applaudir et à désirer son retour politique. Et la présence économique du Maroc n'est plus à démontrer. Il est à la tête. Ça se traduit par quoi? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Ça se traduit par quoi? Parce qu'on parle beaucoup d'échanges bilatéraux, mais ça se traduit par quoi? Voilà, ça se traduit par exemple par des investissements immenses sur le secteur bancaire, sur des projets structurants. On a parlé récemment du projet le plus symbolique qui est le gazoduc du Nigeria, sur un certain nombre de structures de ces pays. Et le Maroc apporte non seulement l'expertise de son économie, mais aussi les capitaux qui peuvent transiter, les capitaux européens et américains qui peuvent transiter et qui transitent depuis un certain temps par le hub marocain. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc est devenu, sur le plan économique et financier, un hub très important par lequel transitent un certain nombre d'investisseurs, de projets et d'investissements. Effectivement. Et beaucoup de pays
au début de l'Afrique de l'Ouest en ont bénéficié. Et récemment, le Maroc, la diplomatie marocaine on va revenir dessus si vous le permettez. Si vous le permettez, on va donner la parole justement à Mohamed Ziane, justement pour parler de cet aspect, ce retour aussi et cette ouverture sur l'Afrique anglophone aussi. Mais Monsieur Ziane, le Maroc a fait sa demande d'adhésion à la CEDEAO, donc la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi, après l'Union africaine, maintenant essayer de s'intégrer à une instance sous-régionale? Pour quelle raison? Parce qu'il veut marquer qu'il est de l'Afrique de l'Ouest et qu'il n'est pas de l'Afrique angliciste ou anglo-saxonne, qu'il appartient à l'Afrique française ou francophone, d'une part, c'est une vérité. Deuxièmement, parce que les intérêts économiques, surtout en matière de télécommunications, il faut savoir, les investissements du Maroc sont énormes. La majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest travaillent sur la houlette de IAM, c'est Maroc Télécom, qui, bien sûr, a des partenaires arabes et des partenaires européens, mais elle est chapeautée, le chef de site, c'est le Maroc, et il a signé dans beaucoup de pays, y compris la Mauritanie, la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali. Et puis deuxièmement, parce qu'il a une très, très, très belle présence militaire, non pas militaire dans le sens de répression, militaire dans le sens de hôpitaux militaires. Il y a toujours eu des échanges, notamment beaucoup d'officiers qui ont été formés à l'école militaire à Rabat, il me semble. Exactement. Donc ce n'est pas une présence militaire, comme vous voulez dire, meurtrière. C'est sur la base de nos hôpitaux militaires, c'est la base de la formation des pilotes, c'est la base de la formation des autres corps de l'armée, c'est sur la base d'une action beaucoup plus importante, beaucoup plus profonde que ne serait la présence militaire pour combattre, parce que le Maroc est le plus important. Alors... Ça, effectivement, le Maroc peut jouer un grand rôle. En plus, est-ce que le Maroc pourra jouer le joint venture ou l'intermédiaire entre ce monde arabe qui est gauche d'investissement et l'Afrique, qui en a énormément besoin, ou non? Alors ce sera à voir. J'aimerais juste, pour finir sur cette parenthèse de la CEDEAO, donner la parole à Venance Conan. Venance Conan, à Abidjan, comment ça a été perçu, cette demande d'adhésion à la CEDEAO de la part du Maroc? Est-ce que c'est une façon de faire ce lien, comme le disait M. Ziane, entre une partie du Maghreb et puis l'Afrique subsaharienne? Comment ça a été vu? Je dirais que les réactions sont plutôt mitigées. Il y a ceux qui se posent la question de savoir pourquoi. Oui, quand on regarde géographiquement, a priori, on ne voit pas le Maroc dans la CEDEAO. Mais en fait, quand vous regardez sur une carte, géographiquement, le Maroc se trouve effectivement dans la partie occidentale de l'Afrique. Donc il y a cette question-là. Et puis, l'autre question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on gagne? C'est vrai, on voit ce que le Maroc gagnera, puisque c'est un vaste marché qui s'ouvre à son économie. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a au moins 2 banques. Il y a des assurances, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été rachetées par le Maroc. Effectivement. Il y a ce côté-là. Maintenant, la question est qu'est-ce que nous gagnons? Moi, je vois le fait que le Maroc a une économie qui est un peu plus développée que la nôtre. Oui, on gagne à s'associer à un tel pays. On a parlé de la coopération militaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de bourses qui ont été données par l'État marocain à des Ivoiriens au niveau de la formation. Il y a beaucoup de choses. Il faut que ça se fasse. Effectivement. Qu'on regarde froidement qu'est-ce qu'on gagne. Et je pense que le fait Alors que justement, le Maroc on verra justement quelle sera la réponse dans les mois à venir concernant cette adhésion à la CEDEAO. Vous avez été nombreux à réagir sur notre page Facebook de VOA Afrique. Et nous avons Alphonse Boaki en RDC qui nous dit notamment le Maroc a aussi joué un rôle important dans le règlement de nombreux conflits africains, notamment en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix en Côte d'Ivoire, en RD Congo ou encore en RCA. Et puis, une autre réaction de la RDC, on est frères africains, nous devons apprendre à tourner les pages sombres et à changer les clichés. Et puis Jean-Didier Mouyoukou en RDC aussi qui nous dit pourquoi le Maroc revient maintenant alors que la question de son départ 3 décennies plus tôt n'a pas été réglée.
Alors c'est une question qu'on posera plus tard dans l'émission. Et Omar Boulalé, NASA en France, qui nous dit « Le Maroc comprend et prend conscience de deux choses. D'abord, l'Afrique noire évolue vers l'émergence et le développement et l'ouverture aux autres marchés constitue une nécessité cruciale. Ensuite, il veut exporter sa conception et son expertise, mais cherche à obtenir des amis sur qui compter dans le futur. » On reviendra avec vous dans la deuxième partie. Je remercie Venance Conan d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause et on se retrouve pour la deuxième partie de Washington Forum. Restez avec nous. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. De retour dans ce Washington Forum, on continue de faire le point sur, la discussion autour du Maroc qui a réintégré le 31 janvier 2017 l'Union africaine. Il avait quitté l'organisation en 1984 pour contester l'intégration de la République arabe sahraoui démocratique au sein de l'organisation, le Sahara occidental étant pour le royaume une terre marocaine. Un rappel des faits avec Abdourahmane Dia. Le Sahara occidental, vaste de 266 000 km², est considéré par les Nations Unies comme un territoire non autonome, c'est-à-dire que les populations locales ne s'administrent pas encore. Mais il est revendiqué par le Maroc qui en contrôle 80%, laissant le reste au Front Polisario. Donc pour le Polisario et son soutien algérien, le Maroc est juste une autre force d'occupation. Mais Rabat se base sur un avis consultatif de la Cour internationale de justice qui reconnaît des liens historiques entre les populations du Sahara occidental et le Maroc pour justifier sa revendication sur le territoire. Le même avis estime cependant que ces liens historiques ne devraient pas empêcher l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Après la publication de l'avis de la CIJ, le roi Hassan II du Maroc organise en novembre 1975 la fameuse Marche verte, considérée comme un tournant dans cette crise et poussant l'Espagne à transférer les 2/3 du territoire au Maroc et le tiers restant à la Mauritanie. Mais le Front Polisario proclame son indépendance en 1976 et engage une lutte armée. La guerre d'embuscade prend fin en 1991 grâce à un cessez-le-feu négocié par les Nations Unies. Les armes se sont certes tues, mais le conflit est loin d'être terminé. L'ONU, qui a sur place une mission chargée d'organiser un référendum, a du mal à le matérialiser, faute d'accord sur les modalités et sur ceux qui seront autorisés à y prendre part. La visite l'an dernier de l'ex-secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, n'a fait qu'accentuer les divisions. En attendant, les dizaines de milliers de réfugiés et déplacés sahraouis vivant dans le désert prient pour une solution définitive qui leur permettrait de retrouver une vie normale. Et avec nous dans cette deuxième partie, en direct d'Agadir, Mohamed Ziane, ancien ministre marocain des droits de l'homme. Toujours avec nous depuis Paris, Mostafa Tossa, politologue. Et en direct d'Alger, Mostafa Aït-Mourou, grand reporter à l'APS, l'agence de presse algérienne, qui nous a rejoint. Mostafa Tossa, est-ce qu'on peut revenir sur les origines de ce conflit très rapidement ? Les origines de ce conflit se trouvent dans le fait que ce territoire-là était occupé par l'Espagne. Et au moment où l'Espagne a quitté ce territoire, au lieu que le Maroc le récupère naturellement, puisqu'il faisait partie historique du royaume du Maroc, le voisin algérien, aidé à l'époque par le turbulent Kadhafi, le raïs libyen, ont aidé un mouvement séparatiste. Alors les calculs d'Alger à l'époque, c'était de vouloir absolument créer un État fantoche pour avoir une ouverture sur l'Atlantique. Et ce conflit a duré depuis 40 ans
et a pris la forme d'une tension politique entre l'Algérie et le Maroc. Et c'est ce qui fait que l'Algérie a mis, la machine de guerre diplomatique algérienne a mis à disposition de ces séparatistes du Polisario l'arsenal diplomatique et nous a ouvert la porte d'un certain nombre de pays. Il a mis à leur disposition des millions de dollars pour les aider et à acquérir leur reconnaissance dans un certain nombre de pays. Et le Maroc a tout fait pour retrouver la légitimité et retrouver ce morceau de territoire qui faisait naturellement partie du royaume. Alors on s'est retrouvés. Allez-y, je voulais donner la parole à Moustapha Haïd. Juste une phrase. Je vous en prie, allez-y. Mais je termine juste une phrase. On s'est retrouvés après 40 ans de guerre et de paix armée, si j'ose dire, que cette entité séparatiste, cet État fantoche, il n'est reconnu uniquement par l'Union africaine. Il n'est reconnu d'aucune autre organisation internationale, ni par les Nations Unies, ni par l'Union européenne, ni par la Ligue arabe, ni par le Conseil de coopération du Golfe, ni par une organisation régionale asiatique. Il n'y a que l'Union africaine qui a reconnu cet État fantoche aidé par la diplomatie algérienne et la diplomatie sud-africaine. D'où le départ du Maroc. Alors Moustapha Haïd Mouhou, le rôle de l'Algérie, on vient de l'entendre du point de vue de Moustapha Tossa, le rôle de l'Algérie aurait été d'appuyer le Front Polisario. Comment on lit ce conflit en Algérie ? Moi, je ne sais pas pourquoi M. Tossa focalise trop sur la position algérienne. La position algérienne est claire. Elle appuie un mouvement de libération nationale. Elle-même, l'Algérie, est le résultat d'un mouvement national, d'un mouvement de libération nationale. Maintenant, la manière dont il a présenté le conflit, il dit que, ce territoire devait, après le départ de l'Espagne, revenir naturellement au Maroc. D'abord, le Polisario est créé avant bien ce qui est appelé la Marche verte en 1975. Donc le Polisario est créé en 1973. Deuxièmement, le territoire qui était sous occupation espagnole devait jouir de son droit, cette population devait jouir de son droit à l'autodétermination. Donc la puissance administrante qui était l'Espagne n'a pas joué son rôle jusqu'au bout, son devoir d'organiser justement ce référendum sous les auspices des Nations Unies. Deuxièmement, le Maroc a accepté de partager ce territoire avec la Mauritanie et on a même maintenant le document qui a été signé à Madrid entre l'Espagne et le roi ainsi que la Mauritanie de Mokhtar Ouaddada fait foi. Ce pays, le Maroc qui revendique aujourd'hui ce territoire a accepté le partage de ce territoire. Donc de facto on comprend que là, il est dans une situation illégale. Alors, encore un point concernant l'ONU. Il dit que l'ONU ne reconnaît pas le Polisario. Mais l'ONU a toujours œuvré pour l'organisation d'un référendum. Il le souligne à chaque fois. Toutes les résolutions pertinentes des Nations Unies sont claires sur ce point. Alors justement, si vous le permettez, on va revenir vers Mohamed Diane. Mohamed Diane, notre interlocuteur d'Alger était en train de nous mentionner le fait que l'ONU n'a pas reconnu le Sahara occidental, mais toutefois œuvre pour trouver une solution à la paix. Je rappelle que Christopher Ross, qui était l'émissaire de l'ONU, a présenté sa démission le 6 mars. Comment est-ce que le Maroc essaye aujourd'hui de gérer ce dossier, puisque il a réintégré l'Union africaine, mais que l'Union africaine, pour l'instant, reconnaît toujours le Sahara occidental? Mais non, les reconnaissances, c'est une chose, la réalité en est une autre. Il faut qu'on se mette bien d'accord. Ce n'est pas vrai, le Polisario, ce n'est pas un mouvement de libération. C'est faux, je m'inscris en faux contre cette assertion. Le Polisario est un mouvement anti-marocain, ni plus ni moins. Il n'a jamais été créé pour libérer le Sahara, parce que ce Polisario n'a jamais lutté contre l'armée d'occupation espagnole. Quand nous avons décidé de faire la marche verte et que nous sommes allés libérer des territoires occupés par le colonialisme espagnol,
L'histoire a voulu qu'on profite à bloc de l'état de santé de Franco et que les Nations Unies ont obligé l'Espagne à signer l'accord tripartite de Madrid. Dans l'accord tripartite de Madrid, on nous disait, voilà, on va vous céder ce territoire et on va voir quelle est la solution à venir. Pourquoi ils vont nous céder? À cette époque-là, Franco et l'Espagne et l'Algérie remuaient la Mauritanie de Ouattara en disant revendique Oued Dahab. Le Maroc, il a dit d'accord, vous voulez donner Oued Dahab à la Mauritanie, car cela ne tienne, on ne va pas jouer le jeu du colonialisme et que l'Espagne aille dire aux Nations Unies, du moment que les Arabes s'entretuent pour le territoire, c'est qu'ils n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre. On leur a dit d'accord, vous voulez donner Oued Dahab à la Mauritanie, on ne voit pas d'inconvénient. Et nous avons signé avec la Mauritanie un engagement de coopération, d'encadrement et d'aide constante et quotidienne et régulière dans Rio de Oro. Oued Dahab, Rio de Oro. La Mauritanie n'ayant pas eu la possibilité de contrôler ce territoire, on va essayer. Là, finalement, a renoncé à l'accord tripartite et nous a donné Rio de Oro au Maroc pour le gérer. Monsieur Ziane, excusez-moi s'il vous plaît, on est obligé d'aller un petit peu vite. On va redonner la parole à Moustapha Tossa. Moustapha Tossa, est-ce que cette réintégration dans l'Union européenne n'est pas perçue comme s'il y avait une acceptation finalement de l'existence du Sahara occidental, puisque finalement ils sont toujours dans l'Union africaine aussi? Dans l'Union africaine. Non, ça ne veut pas dire. D'ailleurs, les Marocains et la diplomatie marocaine, elle l'a déjà dit depuis le départ, reprendre son siège naturel au sein de l'Union africaine ne veut pas dire qu'on reconnaît une entité fantoche du Polisario. Alors, quelle est la solution? Là, à ce stade, justement, à ce stade de l'émission, il faut dire de quoi le Maroc est capable et quelles sont les solutions qu'il propose. Le Maroc propose la solution de l'autonomie renforcée. On sait très bien qu'il y a une spécificité culturelle, géographique, démographique de cette région. Comme il y a une spécificité dans toutes les régions du Maroc. Le Maroc est une mosaïque de peuples, de cultures. Et donc le Maroc a proposé et défend l'idée d'une autonomie renforcée qui est une sorte de sortie de crise qui va donner des pouvoirs locaux à une assemblée. Alors ça c'est la solution. Ça c'est la solution proposée par le Maroc. Ça c'est la solution proposée par le Maroc. C'est une solution qui semble concrète. Moustapha Aïdmou, de votre côté, comment l'Algérie voit l'issue rapidement l'issue de cette crise? Votre invité de Paris, le politologue, il me semble qu'il ne veut pas prendre une distance un petit peu avec la crise ou le conflit au Sahara occidental. Il est totalement impliqué, il prend position avec le Maroc. Mais rapidement, l'Algérie n'est pas partie. Elle n'est pas partie dans le conflit. C'est clair. Le conflit, c'est entre le Polisario et le Maroc. Ce conflit est au niveau des Nations Unies qui fait tout pour arriver à un référendum d'autodétermination où toutes les questions seront posées à cette population. L'intégration, tout simple avec le Maroc, on va déjà vers l'indépendance. Ou cette autonomie large dont parle M. Tossa. Donc, et aussi, il faut souligner une chose. Très rapidement, s'il vous plaît, c'est déjà la fin. L'adhésion du Maroc à l'unité africaine, l'organisation de l'Union africaine. Malheureusement, c'est déjà la fin. Je suis désolée de vous couper. C'est déjà la fin de cette émission. En tout cas, on retiendra que du côté du Maroc, il y a des solutions qui sont proposées et que l'Algérie dit ne pas faire partie de ce conflit. C'est la fin de cette émission. Merci à tous nos invités. On reviendra sur cette question du Sahara occidental dans d'autres éditions. Un clin d'œil à toute l'équipe technique ainsi qu'à TV7 à Lomé qui diffuse Washington Forum au Togo. Merci et à la semaine prochaine.